coup, c'est moi qui vais prendre un peu le monopole. Vous parlez d'anévrisme de Valsalva, dont on a eu quelques cas dans la maison. J'associe Jérôme Petit à cette présentation. Si j'arrive à faire avancer les diapos. Le premier cas, c'est celui, ça va être assez rapide, d'un homme de 51 ans, chez lequel on découvre de manière un peu systématique, d'ailleurs, je crois, un anévrisme d'un Valsalva non coronaire, rompu dans l'OD, auquel s'associe une IA modérée. C'est Jérôme Petit qui l'avait pris en charge à l'époque. Je vous ai pas refait toute l'histoire clinique, je vous montre la fermeture elle-même, qui a été réalisée sous ETO, avec un double abord. Vous voyez ici, vous avez mis un pointeur là. Sur la ortho, on voit très bien la. Je pense que vous la voyez mûrement, mais je ne suis pas dans le bon plan. La fuite. À l'ETO ici, le trajet fistuleux entre le sinus non coronaire et l'oreillette droite, avec la mosaïque ici. La technique, c'était à bord rétrograde, franchissement sans difficulté en général du trajet fistuleux. Un lasso, on rattrape le guide, on le récupère en veine fémorale. On remet un guide dans l'autre sens. Montée, ici, je crois que c'est un introducteur 6F destination. Non, ce n'était pas un destination d'ailleurs, peu importe. Le choix du device qu'avait fait Jérôme, c'était un plug 2 14. Ouverture du plug sur le versant aortique. Pardon. Ouverture de la partie intermédiaire de ce plug. Vous avez vu tout à l'heure le dessin du plug 2. Ouverture de la face qui va être dans l'oreillette. Contrôle angiographique, contrôle ETO, qui ne marche pas en dynamique, mais ce n'est pas grave, qui montrait le bon positionnement de l'ombrelle et un shunt qui était en train de diminuer. Largage de la prothèse. Et contrôle final, avec disparition complète du shunt, on peut le dire comme ça, une prothèse bien en place, confirmée en échographie transésophagienne. Critère de succès, s'assurer qu'il n'y a pas de trouble conductif, ni de trouble du rythme, pas d'IA majorée en tout cas, pas de problème avec les coronaires, et pas de shunt résiduel. Le patient, c'est Jérôme qui le suit, le patient va bien, pas de problème. Oui, avec un mauvais diagnostic initial d'ailleurs. Il avait eu mal ? Il est hésitant, tu sauras pourquoi après. Ouais. Deuxième cas, c'est un patient, Olivier, tu le connais, un jeune patient chez lequel est découvert de façon systématique un souffle, une échographie cardiaque qui retrouve un shunt anormal à l'étage auriculaire droit, diagnostic de rupture du sinus non coronaire dans l'oreillette droite. Vous voyez ici, alors l'imagerie a été faite d'une part en échographie, mais également par scanner. On voit très bien le trajet fistuleux qui a cet aspect assez caractéristique, un peu en doigt de gant. On peut éventuellement au scan mesurer la longueur et le diamètre du trajet fistuleux. Fermeture percutanée qui cette fois-ci a été effectuée sans ETO, avec selon la même technique, un franchissement rétrograde de la communication qui est ici. Je vais passer au suivant ou pas ? Franchissement par une sonde type coronaire droite dans mon souvenir. On passe un guide, on l'attrape au lasso, on le récupère en veineux fémoral droit, on remonte par voie veineuse fémorale en rétrograde, en antérograde veineux en tout cas. Cette fois-ci également un plug 2 numéro 14. On avait mesuré le diamètre à l'angiographie du trou. Ouverture de la même façon. Largage, vérification des paramètres dont on a parlé avant. Et patient guéri, je l'ai revu en consultation, il va très bien, je ne sais pas s'il a été revu depuis. Pas de nouvelles ? Ah oui, parce qu'il a déménagé, c'est vrai. Et puis un dernier cas, alors là, je n'ai pas d'image à vous montrer, c'est Jérôme qui m'a ressorti ce cas-là, qui est celui d'une jeune femme de 26 ans, qui est un cas plus ancien, qui doit dater des années
fin des années 90, avec à l'écho un shunt qui cette fois-ci était beaucoup plus important, chez une malade qui était dyspnéique, avec une dilatation des cavités droites, une hypertension artérielle pulmonaire au KT, un angio, une rupture du sinus de Valsalva non coronaire dans l'OD, on est dans le même cas de figure. Fermeture percutanée à l'époque par une ombrelle de Rashkin de 17 mm, avec un très bon résultat en ce qui concerne la fistule elle-même, mais par contre l'apparition d'une IA importante, laissé tel quel, et l'écho le lendemain montre une IA massive. Finalement, patiente opérée, et la chirurgie a montré qu'il y avait un picot de l'ombrelle de Rashkin qui était impacté dans la cuspide coronaire droite. Elle a été opérée, résection, et ça s'est très bien passé avec conservation de la valve aortique. Ce qui veut dire que c'est quand même pas une technique qui est toujours si anodine que ça. Certes, c'était pas le même matériel. J'ai revu rapidement un petit peu la littérature. Ça, c'est une comparaison un petit peu artificielle des séries chirurgicales, mais en fait, on ne s'adresse pas aux mêmes patients. Parce que quand on les indique en fermeture percutanée, on exclut tout ce qui comporte les anomalies associées qui sont quand même relativement fréquentes, en particulier les CIV, pour montrer en tout cas que c'est un geste qui est faisable quand la population est bien sélectionnée avec un risque minime. Ce que j'avais mis, oui, il semblerait quand même qu'il y ait un élément. Alors, dans la littérature, la majorité des gens ont utilisé des ombrelles de fermeture de canaux. C'est une pathologie qui se voit beaucoup plus chez les Asiatiques. La prévalence est 10 fois supérieure à la nôtre. Ce qui est certain, c'est que la taille joue certainement un rôle dans les taux de succès et qu'au-delà de 12 mm de diamètre, il faut quand même être extrêmement prudent avant de choisir cette technique. Voilà. Pas de questions, pas de commentaires? C'est bon? De l'OD alors, on franchit en rétrograde aorte vers OD, on récupère au lasso. C'est très facile de franchir en rétrograde. Il y a deux types de prothèses qui sont utilisées par ça. La prothèse de canal artériel qui marche très très bien. Donc on ajoute le disque dans la aorte, la tubulaire tunnel, et les prothèses de CIV qui sont très sympas. Ouais, alors on avait parlé avec Jérôme, il était assez friand du club 2 pour ce type de... Autant pour la première avec le long tunnel, ça se traitait bien avec la DO2. Par contre, la première, on voit bien que le premier disque il est bien appliqué et puis les deux autres parties, elles sont... Quelle est la meilleure prothèse? Bon, ben, je continue et puis je continue, je vais finir alors, puisque à moins que quelqu'un ait quelque chose à présenter. Mais là, je pense que le temps avance. On va changer un petit peu complètement de type de pathologie. Un patient, cette fois-ci, de Philippe Deleuze, qui est encore là, ça tombe bien. On va retourner dans les patients qui ont des antécédents chirurgicaux. C'est un patient qui a 63 ans, qui a déjà bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique. Non, mais j'ai pas dit que c'était toi le chirurgien. Alors, j'ai pas trop la chronologie, mais c'est pas très grave. Par bioprothèse, qui est réopéré une première fois pour un faux anévrisme au niveau, je crois, de la ligne d'aortotomie, hein, si je ne me trompe pas. Et qui revient chez nous parce qu'on lui redécouvre à nouveau un volumineux faux anévrisme que vous voyez ici. Ça marche mon truc là? Oui. Vous voyez ici le faux anévrisme avec le passage de produit de contraste qui démarre à ce niveau-là. En fait, on l'a bien regardé au scanner, c'est à peu près 2 cm au-dessus de l'ostium coronaire droit. Et on voit ici en 3D le faux anévrisme qui est ici, qui est probablement sur une zone d'aortotomie. Quelles étaient les alternatives thérapeutiques? Il y avait la possibilité de le réopérer, mais Philippe n'était pas très chaud. Donc il nous a demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Et on s'est posé la question de savoir si on essayait soit de cathétériser le trou, entre guillemets, qui est probablement une déchirure, et si on la fermait par une ombrelle ou un plug, sachant qu'on avait un peu des doutes sur l'étanchéité formelle d'une telle technique. On aurait pu y associer un coiling de la poche, c'est-à-dire de remplir la poche anévrismale de coil, ce qu'on fait dans d'autres indications, mais ça ne nous semblait pas peut-être la meilleure solution, et dans la mesure où
on avait quand même une certaine distance par rapport au coronaire. On avait à peu près 8 cm jusqu'au départ du tronc artériel brachiocéphalique. On s'est dit pourquoi pas une endoprothèse, sachant que les fabricants d'endoprothèses commencent à nous sortir des choses adaptées. C'est finalement l'option qu'on a prise. On a donc contacté Cook, qui a un système, une endoprothèse dédiée à ce type d'indication, qui sont des endoprothèses courtes qui font à peu près 65 mm de long, avec un stent ouvert à chaque extrémité qui est non couvert, et la couverture est donc à peu près sur 65 mm, et un système de type capture qui maintient l'extrémité la plus distale du stent tant qu'on n'a pas décidé de la larguer complètement, c'est-à-dire qu'on largue la partie couverte et on ne largue la prothèse elle-même qu'au dernier moment, ce qui donne une précision dans la position un peu plus importante, là où vous voyez comment se présente la prothèse. Donc, c'est ce qu'on a fait chez ce patient. Je n'ai pas beaucoup d'images dynamiques parce qu'on a beaucoup travaillé en cliché numérisé. On l'a fait sous anesthésie générale, avec un abord chirurgical parce qu'on est quand même en introducteur 24 French, dans mon souvenir. On avait pris l'option de protéger la coronaire droite, ce qui a posteriori était discutable. Donc on avait cathétérisé la coronaire droite et mis un guide dedans. Accessoirement, ce patient avait une naissance anormale de la circonflexe du sinus antéro-droit, mais qui n'était pas très importante. Et on avait aussi mis une sonde de stimulation dans le VD, dans l'idée d'un pacing qu'on n'a pas utilisé en fait. Donc première étape, cathétérisation de la coronaire droite et mise en place d'un guide. Ensuite, franchissement de la valve aortique. Vous voyez qu'il a une bioprothèse qui posait éventuellement un problème pour le positionnement de l'endoprothèse. Mise en place d'un guide rigide dans le ventricule gauche. Et là, une petite difficulté, c'est quand on est arrivé avec notre système d'endoprothèse, on butait sur le montant de la valve ici et on ne passait pas. Alors, comment on fait ça avec des chirurgiens qui sont intelligents? Ils nous ont pris un bistouri et il a fait taille crayon sur l'extrémité du porteur et ben, il est passé. Donc après, positionnement de la prothèse, largage. Alors le danger était bien évidemment de se mettre trop bas et soit de risquer de gêner le fonctionnement de la valve, soit de couvrir les coronaires. Bon, avec l'habitude qu'on a avec nos chirurgiens vasculaires, ce positionnement s'est posé sans trop de difficultés. Voici le largage complet de la prothèse et au contrôle angiographique, a priori plus de fuite. Une prothèse qui s'est un peu axée selon le grand axe de l'aorte, qui était un petit peu pas tout à fait comme on aurait voulu qu'elle soit. On aurait préféré qu'elle soit dans l'autre sens. On voit que le tissu est quand même relativement au ras du tronc commun. Le tissu commence ici, le premier stent est non couvert. Mais donc, a priori, la prothèse, la partie couverte démarre là. Et au scan de contrôle, c'est a priori étanche. On a peu de recul. On a fait ça il y a 3 semaines, je crois. Donc, il faudra se donner un petit peu plus de recul. Bon, il y a toujours le faux anévrisme, mais il n'y avait pas de prise de contraste pour nos scannéristes. Et quand on regarde la comparaison des images 3D, ça c'est l'image avant, où on voit le faux anévrisme ici, et l'image après où on ne le voit plus, où on voit les lignes d'aorthotomie. Il faut attendre le prochain contrôle pour savoir quoi on conclut. Alors c'est pas la première fois que c'est fait, hein. Dans la littérature, il y a un certain nombre de patients qui ont été traités comme ça. On a grossièrement une dizaine, avec des systèmes plus ou moins adaptés. Ce qui était le plus utilisé, c'était des cuffs, c'est-à-dire des rallonges pour les prothèses bifurquées abdominales. On va voir apparaître des systèmes dédiés à l'aorte ascendante. Merci. Alors, Emmanuel avait une autre expérience. Ah oui. Oui, pardon? Je n'ai pas compris, pardon. Nous, on a eu 3 cas comme ça et non percutanés, même anesthésie locale. Donc, d'un petit collet, on a fermé avec des systèmes. Alors, on a fermé avec un système de CIA, petit système de CIA, en le fermant, c'est ça. Puis une autre qui était plus large, on a mis un cathéter pour coiler l'anévrisme en laissant un système de CIA en place. Donc, on excluait, puis on remplissait. Une fois qu'on avait l'impression que c'était très bien thrombosé, on a tout enlevé.
Puis un autre cas, encore simplement par plug. Donc, du trou, c'est pas trop difficile, non, non, paradoxalement. Je l'ai là, mais on va peut-être plus tellement le temps, mais effectivement, le même cas, mais sur un Bental, en fait, qui est un patient traité pour une dissection, et c'est sur la ligne de suture, en fait, du tube, la partie haute du tube. Voilà, c'est juste vraiment, on voyait très très bien, il y a un premier point qui a sauté, et puis un énorme faux anévrisme qui a été exclu avec une petite prothèse, je pense, de canal artériel qu'on avait mis, mais on a finalement eu très peu de mal à cathétériser ce trou. En revanche, 3-4 mois après, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le recul là, c'est peut-être pour ça que c'était intéressant d'avoir c'est qu'on a affaissé complètement le faux anévrisme, et il y a apparu un deuxième faux anévrisme est apparu à un autre endroit, donc on a dû remettre une deuxième prothèse. Et puis ensuite, 6 mois après, il y a encore un troisième, et donc là finalement, c'est retourné chirurgicalement. Donc il y avait probablement une espèce de processus actif qui se... Et ça marchait très bien pour exclure... Merci. Pas d'autres commentaires? Ben, merci à tout le monde d'être venu. J'espère que vous avez été satisfaits. A priori, on se revoit l'année prochaine. Et puis j'espère qu'on aura avancé sur le registre à ce moment-là. Merci beaucoup.